Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du département de la Haute-Marne pour notre émission « Faut pas prendre les agriculteurs pour des cons », j'ai envie de dire. Et ça tombe bien le titre de cette émission cette semaine, parce qu'on l'a vu, cette semaine a été particulièrement chargée. On a voulu supprimer l'agence bio, puis après on l'a sauvée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une mascarade, on aura l'occasion d'en parler certainement avec mes invités, Philippe Collin. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Paul. Polyculteur, éleveur, ici, où? À Colombey-les-Choiseul, une quarantaine de kilomètres au sud, dans le Bassigny. Qu'est-ce que tu fais comme production? Polyculteur éleveur, donc avec de la viande bovine à l'herbe, prairie, culture en bio sur 300 hectares et une unité de méthanisation en 2010, un petit peu de livraison de carburant à une flotte captive et depuis un an un collectif de transformation en bio sur 4000 hectares bio engagés sur le collectif, donc huile et farine. Bon, à tes côtés, Florian Fillon. Bonjour Florian. Bonjour. Coordinateur régional GLHD. GLHD, GLHD, quoi? Qui est un opérateur qui propose des solutions d'agrivoltaïsme pour des agriculteurs qui cherchent à se diversifier pour trouver des nouvelles sources de revenus ou pour répondre à des problématiques environnementales qu'elles peuvent rencontrer sur leur parcelle. Très bien. À ma gauche, Cécile Foissé. Salut Cécile. Bonjour. Je te connais bien. Cécile, médiatrice à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. Ça veut dire quoi, médiatrice? Eh bien, à la Chambre d'agriculture, on accompagne techniquement, économiquement, mais aussi humainement, parce qu'en fait, avant tout, c'est une aventure humaine, l'agriculture. Et ça se passe bien ou moins bien? Voilà. Et quand les gens vont bien, bah, les fermes vont mieux. Et quand les fermes vont bien, les gens vont mieux. Et c'est un cercle vertueux. Donc, tout à l'heure, Sylvain parlait de savoir où on va et qui on est en tant qu'entrepreneur. Bah pour ça, il faut aller bien avec les gens avec qui on travaille. Voilà. Bon, Sylvain, tu as directement été présenté. Donc, Sylvain Gestionnès, tu es cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Piloter sa ferme. Oui, bonjour. Donc, je suis Sylvain, agriculteur aussi dans le département du Sud de l'Aube et cofondateur de la société Piloter sa ferme. Et le point commun entre tous ces deux points-là, c'est comment, moi, agriculteur, je peux gagner ma vie au quotidien dans cet environnement qui est de plus en plus complexe. Sébastien Neveu, agriculteur dans Lyon, tout près de Tonnerre. On a eu l'occasion de venir te voir sur ton exploitation, une belle exploitation. Bonjour à tous, merci Jean-Paul. Alors, tu produis quoi? Je suis avec un associé sur une première structure sur lesquelles on produit des grandes cultures principalement et on diversifie notre assolement avec une dizaine de cultures. D'accord. Toujours en train de réfléchir, d'expérimenter et d'évoluer. En fait, c'est anticiper. Et c'est faire un terme que j'ai découvert il y a très peu de temps, de l'effectuation. Bon. Alors, c'est vrai que, en général, c'est le gouvernement, ce sont les parlementaires, ce sont les syndicats qui, dans le cadre d'une forme de cogestion, proposent des aménagements. Les agriculteurs se plaignent, ils ont trop de contraintes, il faut libérer l'agriculture. On entend parler tout le temps. Ben, nous, on a eu envie de demander à des agriculteurs ici de proposer leur mesure qui leur semblait la plus importante, la plus à propos aujourd'hui pour libéraliser. Mais j'ai envie de revenir tout d'abord sur un des faits marquants. Le sénateur, donc Laurent Duplon, sénateur donc dans le centre de la France, s'est levé en disant un jour, tiens, on va supprimer l'agence bio. L'agence bio, c'est quoi? L'agence bio, 3 missions essentielles, dont celle de communiquer, mais pas seulement, d'avoir un observatoire aussi de comment évolue la bio en France. C'est une toute petite équipe, c'est 3 millions d'euros à peu près de budget et la capacité plutôt à gérer 30 millions donc, de fonds venant de différentes sources, dont des fonds publics essentiellement. En disant... Ben, le sénateur a dit stop, on va supprimer, comme toutes les autres agences, on va supprimer l'agence bio. Alors au début, le monde agricole n'a pas forcément réagi de suite. Ça a été un peu une surprise. Personne ne s'est forcément non plus mouillé. Je crois même que la ministre de l'Agriculture au début a dit ben, vous comprenez, hein, il faut faire des économies. Bon, on n'a qu'à supprimer l'agence bio. Au final, tout a changé. La ministre de l'Agriculture a dit non, non, on va sauver l'agence bio. Le syndicalisme majoritaire a dit on va sauver l'agence bio. Même la coordination rurale a dit il faut sauver l'agence bio. Donc la Confédération paysanne a dit bien sûr il faut sauver l'agence bio. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mascarade? Est-ce qu'on a pris les agriculteurs pour des cons?
Philippe Collin, toi qui fais du bio. Oui, bon, un petit peu quand même, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'agence bio, ce que le sénateur n'a pas dû comprendre, c'est que c'est la cheville ouvrière pour justement éviter ce qui s'est passé en bio, parce que l'historique, c'est quand même qu'il y a eu beaucoup de conversions. Il y a eu une volonté de mettre du bio partout, dans les cantines, locales, et du pognon etc. sur la table. Il y avait de l'argent, Ouais. donc on a mis de l'argent. Je pense que le département de la Haute-Marne est aussi des exploitations qui ont fait de la conversion bio. Et puis on a un marché qui a été saturé avec un petit frisson planétaire, la crise en Ukraine et de l'inflation. Donc en fait, derrière, un consommateur qui s'est détourné des produits bio. Et puis aussi des produits bio importés qui venaient un petit peu perturber le marché parce que c'était tellement bien que fallait mettre un petit peu tout en rayon. Sauf que tout ça, c'était pas organisé. Et en tant qu'agriculteur bio, on a découvert que en fait, toute cette filière-là de bio, la valeur ajoutée, elle était comme dans l'autre filière, comme dans la filière conventionnelle. C'est-à-dire, c'est pas l'agriculteur qui touchait réellement la valeur. C'était toutes les strates qu'il y avait tout autour et qui ont fait que c'était tellement l'Eldorado, on a piqué la valeur à d'autres endroits. Comme souvent dans le monde agricole, d'ailleurs. Oui, on a rien. En fait, le bio a rien inventé. En fait, on pensait que c'était un modèle différent, mais non, c'est pas un modèle différent. Et en fait, comme ça s'est cassé le nez, il y a eu une prise de conscience que cette filière-là, il fallait la réorganiser de manière différente. Je pense que l'agence bio, depuis que Laure est directrice, Laure Verdeau, il y a un regard qui est complètement différent en disant l'agence doit aider toutes les filières, les acteurs de l'amont et de l'aval, et donc les budgets de l'agence bio ont été vraiment mis en concertation avec les budgets régionaux. Souvent, quand on se fait aider avec un outil de transformation, nous on en a fait le cas, et puis on est avec d'autres agriculteurs en collectif sur le département, où quand on a développé nos unités et qu'on a demandé des aides à l'agence bio, c'est souvent des aides qui sont aussi cooptées par des agences de l'eau, par des régions, etc., par l'Europe. Et donc en fait, cette agence bio-là, elle a ce regard-là macro où comment on organise une filière. C'est-à-dire demain, je prends l'exemple de l'EcoCB qui a fait une unité pour faire du flocon d'avoine. C'est aussi que l'agence bio dise on ne va pas faire des unités de flocon d'avoine tous les départements. Mais là, on sait qu'il y en a un. Si demain, quand on crée notre huilerie ou la meunerie, on sait qu'on va en avoir un sur le département. Chez Jean-Paul, quand ils ont fait un outil de tri avec du tri très, très précis, c'est parce qu'ils étaient sur ce marché et dans notre département. Donc l'agence bio, elle a ce rôle-là. Je pense que le sénateur ne sait pas du tout comment fonctionne l'agence bio et je pense qu'il ne sait pas du tout comment on organise une filière et qu'on construit une filière à long terme. Donc en fait, les petites économies de bout de chandelle, alors je me pose même la question si c'était pas... je lance ça dans les médias et puis comme ça va occuper du monde pour pouvoir passer d'autres choses qui vont peut-être passer plus facilement. Je ne sais pas. Nous, on reçoit souvent ce sénateur, il connaît l'agriculture, il sait ce qu'il fait, il a des bonnes idées. Sauf que là, effectivement, qu'est-ce qu'on peut décrypter sur cet épisode qui a duré 10 jours de « je te supprime » et au final, tout le monde te sauve? Déjà, je pense que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour l'agence bio pour justifier ce qu'elle fait, alors que la justification, elle existe sur le terrain. On était on est aussi à un moment, et c'est pour ça que je pense que ça change, et je pense que la ministre est quand même un peu nouvelle dans cet environnement. Cet environnement-là, c'est de reprendre conscience qu'aujourd'hui, il y a des choses qui redémarrent en bio. Il y a une croissance à 2 chiffres. On voit tous les distributeurs qui commencent à approcher en disant mais non, on garde ces produits-là en rayon parce qu'il y a une clientèle pour avoir ces produits-là. Peut-être qu'il n'y a plus cette euphorie et il faut faire attention. C'est-à-dire peut-être à nous d'organiser, et je pense que l'agence bio y contribue avec d'autres syndicats, avec le Synabio, avec la FNAB, etc., pour aller sur des choses cohérentes et ne pas mettre de la bio partout simplement parce qu'on a décidé de mettre de la bio. On pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de volonté des grands groupes. On rencontre des grands groupes aujourd'hui qui ne trouvent pas l'offre bio pour répondre à la réglementation, par exemple, des cantines bio et locales scolaires. Donc c'est à nous, agriculteurs, de créer ces filières-là pour, avec ces opérateurs-là, faire l'offre, en fait, coïncider l'offre. Donc ça veut dire que le bio n'est pas mort, qu'il faut y croire, et on a tiré les enseignements de pourquoi ça avait coulé?
Oui, déjà, plus gros volume d'offres et la demande sans organisation de filière. Donc avec une agence bio qui a plutôt été un petit peu passive. On a une agence bio qui a repris un peu du poil de la bête avec l'inflation, avec la crise. Aujourd'hui, on est plutôt sur une croissance bien affirmée sur des prix. On va cette année, je pense, retrouver exactement les mêmes prix sur du blé par rapport aux années un peu folles qu'on a connues, du 500 € tonne. On est sur du 850 € tonne aujourd'hui en tournesol, et en colza, on commence à friser les 1000. D'accord, donc on revient un peu à cette période. On revient, mais avec un marché où les acteurs sont plus à même d'organiser, et on commence à voir les premières récoltes 2025 se contractualiser sur 3 ans. Sylvain ? L'exemple du bio en France met en évidence que nous, les agriculteurs, on a besoin d'avoir une vision. Où est-ce qu'on veut être, où veut-on emmener l'agriculture européenne dans 10 ans? Quelle est la place de l'agriculture française dans cet objectif à atteindre dans 10 ans? Et l'exemple du bio, on a mis la charrue avant les bœufs, on dit qu'il faut X pourcentage de bio dans les cantines scolaires, sur le marché agricole, sans avoir organisé la filière. Donc ce qui veut dire qu'on revient à ton petite émission, est-ce que nous prenons pour des cons les agriculteurs? Nous, agriculteurs, avant tout, nous sommes des entrepreneurs. Et l'entrepreneur, il a besoin d'avoir une vision claire dans l'environnement dans lequel on veut aller dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et l'exemple bio met en évidence ce qui se passe en France. On n'est pas capable d'avoir une vision claire dans 10 ans où est-ce qu'on veut aller, et on supprime des petites mesurettes à droite, à gauche. L'exemple de l'agence bio, c'est qu'un exemple qui met en évidence qu'on n'a aucune vision où est-ce qu'on veut aller l'agriculture dans 10 ans, dans 15 ans. D'autres réactions sur le bio ? Non. Donc il y a le projet de loi visant justement à libéraliser, ou libérer plutôt, l'agriculture. Moi je ne sais pas, Sébastien, ce serait quoi la première mesure à prendre, à ton avis, pour créer un contexte plus favorable à l'agriculture ? Je ne suis pas convaincu de notre capacité à désadministrer l'agriculture. Donc je serais un peu poil à gratter par rapport à la question. Je referai un retour dans l'histoire en disant que, en fait, si l'agriculture est aussi complexe, c'est aussi parce que les agriculteurs l'ont demandé à travers le temps. La structuration de notre agriculture française à partir des lois de 62, par exemple, ont été faites aussi à la demande des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas un agrandissement sauvage des exploitations. On a un certain nombre de règles d'autorisation à obtenir pour pouvoir construire son exploitation. Et tout ça, ça a été fait pour accompagner l'agriculture dans son développement, mais ça avait surtout un rôle social. Et la PAC a toujours, depuis 92, a toujours eu un rôle social. Donc si on veut désadministrer notre agriculture, eh bien, qu'est-ce qu'on retire sur ce rôle social de la PAC? Qu'est-ce qu'on retire sur ces systèmes d'autorisation qui permettent d'avoir un développement de l'ensemble des exploitations agricoles de France? Et quelle agriculture on veut? Et donc du coup, c'est le intelligemment, le deuxième élément de ta question, qu'il faut définir ensemble. Alors déjà les agriculteurs, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'on n'est plus seul intervenant sur notre activité. Donc c'est les agriculteurs, les citoyens et les consommateurs. Et là je pense que ça va être très compliqué de désadministrer l'agriculture. Et puis un dernier point quand même, c'est qu'aujourd'hui quand on produit nos fameuses commodités, on ne s'en rend pas compte, mais quand on les exporte, en gros, on a carte blanche. Nos produits sont de qualité sanitaire et technique, parce qu'on a un certain nombre de règles à respecter qui font qu'elles sont sanitaires et techniques. Et si on désadministre tout, eh bien, demain, on sera obligé de payer des analyses sur nos produits, parce qu'on n'aura plus de cadre contraignant qui certifie leur qualité. Et puis, quand on s'intéresse à ce qui se fait dans l'industrie, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entrepreneurs font des démarches volontaires pour se certifier, avec différentes certifications pour prouver, c'est-à-dire ils ont besoin d'un tiers de confiance pour prouver que leur produit, leur activité est normalisée et correcte. Et donc du coup, si on désadministre, eh bien, on sera obligé d'avoir d'autres coûts volontaires de certification, de normalisation de nos produits. Est-ce que ce sera plus gagnant? Je ne sais pas. Une réaction? Est-ce que c'est pas les agriculteurs qui complexifient déjà eux-mêmes? En fait, dans la même ligne de ce que dit Sébastien, c'est peut-être pas désadministrer, mais c'est mieux administrer. En fait, je reviens au même.
Pas tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les règles administratives, elles ne sont pas faites par les agriculteurs. Et à l'époque, quand Sébastien parle de 62, c'est les agriculteurs qui ont construit un modèle. Et là, aujourd'hui, c'est des politiques qui pensent construire un modèle agricole. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait, alors, politique, recherche, etc., redescendre sur le terrain de décideurs, de chercheurs, pour aller voir ce qui se fait. Je pense que sur nos territoires, il se fait des choses quand même pas trop mal, qui ont du bon sens. Et c'est avec ça qu'il faut reconstruire la partie administrative. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se sont empilées, je suis sûr que même un décideur ne connaît même pas les règles qui s'imposent aux agriculteurs sur le terrain. Alors ça, Philippe, tu avais raison il y a 6 mois, sauf que pendant l'été, ce sont les agriculteurs, après la dissolution, qui ont écrit les 140 mesures, justement, pour simplifier. Donc là, si ça colle pas, ça vient des agriculteurs. C'est la FNSEA qui a travaillé sur le document qui a été remis aux parlementaires. Oui, simplifier ne veut pas dire désadministrer, veut dire justement administrer quelque chose qui est supportable. Supportable, c'est pas produire un produit qui serait litigieux, c'est essayer aussi au niveau environnemental. Je pense que toutes les propositions qui ont été faites ont bien affirmé en disant il faut quand même qu'on continue de produire avec notre environnement, mais qu'on produise, qu'on ne nous empêche pas de produire. C'est vraiment ces liens-là. Maintenant, c'est où on met le curseur. Pour mettre le curseur, à un moment donné, il faut que le décideur revienne sur le terrain avec nos professionnels, avec toutes nos organisations professionnelles, et il y a des consensus à trouver. Forcément, ça sera des consensus. On ne peut pas dire ça on l'enlève, en compensation je garde ça, etc. Ça c'est un mauvais plan. Cécile. L'enfer est pavé de bonnes intentions et accompagner les agriculteurs, c'est pas des start-up les agriculteurs, hein, c'est sur une longue durée, il y a beaucoup d'enjeux et on a mis beaucoup de règles pour sécuriser parce que à croire qu'on les aime plus que les autres finalement, hein, donc on les a beaucoup cadrés pour aller dans un sens qui est plutôt celui de la société, sauf qu'il y a un décalage entre la société et l'agriculture. Et nous, en tant que chambre d'agriculture, où on fait souvent ce lien entre les administrations et le terrain, donc on est pris un peu moi je pense qu'on est un peu la pierre angulaire de ça. Et bien souvent, on confond les moyens avec les objectifs. Donc, l'administration, pour se sécuriser, tout le monde cherche à se sécuriser à tous les niveaux. Et le bon sens, en fait, a un peu disparu dans l'accompagnement. Et ça, c'est un problème parce que ça crée, en fait, Par exemple, moi je le vois sur les JA, on dit qu'il faut accompagner le chef d'entreprise, ses valeurs, ce qu'il veut dans la vie. Donc moi j'interviens avec les JA, mais ils sont obligés de venir et du coup ils voient ça comme une contrainte alors que c'est une opportunité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités d'être sécurisé, d'être bien accompagné. Et puis comme le français, quand il veut faire ça, il met plein de contraintes, et il met plein de limites. Et il le voit comme on est un peu rebelle. Et donc à chaque fois qu'on est obligé de passer par un chemin, on dit qu'il est pourri. Donc il faut trouver le juste milieu. Et c'est vrai que moi, mes collègues régulièrement disent on est obligé de reprendre les dossiers pour être dans les clous de l'administration. Et je suppose que l'administration dit exactement la même chose par rapport à quelqu'un d'autre qui est au-dessus. Donc il faut remettre du bon sens, quoi. Florian. Oui, cette administration qui a toutes les bonnes intentions, et si je prends le prisme de l'énergie, elle avait aussi cette volonté il y a 2 ans en ce qui concerne les énergies renouvelables, de désadministrer, de simplifier, d'accélérer. Et ça a mené à un projet de loi qui a été approuvé, qui finalement apporte de nouvelles contraintes réglementaires aux porteurs de projets. Donc on n'est pas vraiment dans la simplification, à tel point que la loi s'appelle la loi APER, accélération de la production des énergies renouvelables. Ils ont enlevé le mot de simplification parce qu'ils ont eu l'honnêteté de se rendre compte que ça n'avait pas franchement été réussi. En termes d'accélération, c'est tout relatif parce qu'à partir du moment où, comme Sylvain le dit, on n'a pas de vision de là où on veut aller, aujourd'hui sans programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est ce sujet-là aussi qui s'applique.
eh bien, on accélère quoi? Au final, on se demande si on n'accélère pas tout simplement la vitesse à laquelle on va dans le mur. Très directement. Non, mais c'est vrai, les agriculteurs, il faut vous remettre un peu en cause. La loi, là, justement, ça fait l'objet de plein de négociations. L'arrêté pour l'agrivoltaïsme, et on le sait, c'est compliqué, il fallait mettre tout le monde d'accord, tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde n'allait pas forcément bénéficier. Résultat, on a fait une usine à gaz. Allô? Merci. Donc effectivement, l'usine à gaz, il faut un cadre. Le cadre, on l'apprend quand on est jeune. Les parents nous donnent un cadre, les instituteurs nous donnent un cadre, et c'est ce qui forge notre vie avec un cadre dans lequel on a travaillé. Et pour répondre à ta question, Jean-Paul, est-ce qu'il faut nous prendre pour des cons? En 3 idées. Il faut replacer que l'agriculteur, c'est une entreprise. Une entreprise, c'est un acteur économique qui crée de la valeur. Donc, comment veut-on que cet acteur économique il crée de la valeur au sein d'un territoire? Quelle est sa vision? Je reviens sur la vision de l'agriculture française. Quelle est la place de l'agriculture française dans l'agriculture européenne? Et quelle est la vision de l'agriculture européenne pour nourrir le monde de 8 milliards que nous serons dans quelques années? Donc, quelle est la vision de tout ça? Et l'administration doit être au service de permettre aux agriculteurs d'atteindre ces objectifs pour contribuer à atteindre l'objectif global qui est que l'agriculture, c'est quelque chose qui permet de répondre à notre besoin primaire, à savoir de manger. Deuxième niveau, cette agriculture, elle doit nous donner un cadre parce que nous, agriculteurs, on est dans un environnement, on est dans des villages, on est dans des villes, on doit respecter le bien vivre ensemble et on doit permettre à ce que nous, notre entreprise, notre empreinte d'acteurs économiques, ça laisse une trace durable dans l'environnement et pas une trace négative dans l'environnement. Et troisième chose qui est le plus important, l'administration, en lien avec l'agriculture, je reviens à l'agriculture, c'est le besoin primaire de tout être humain de manger. Et si on a le choix entre un iPhone et manger, ben on peut se passer plus facilement d'un iPhone que de manger. Donc ce qui veut dire que cette agriculture, elle doit nous aider à construire ce bien vivre ensemble au service d'un projet collectif qui est de contribuer à ce que l'agriculture française soit un des acteurs économiques de l'agriculture mondiale. Et effectivement, moi en tant qu'agriculteur, tous les jours, comme tous les agriculteurs d'ici, on subit des règles. Et on se dit, et ces règles-là, il y en a besoin, parce que sinon ça serait l'anarchie. Mais ces règles-là, ça ne doit pas être des croche-pieds qui nous empêchent d'avancer, ça ne doit pas être des pots de banane qui nous font glisser, ça doit être des règles qui sont au service d'une agriculture française qui contribue au bien vivre ensemble en France et qui contribue au bien vivre européen et à cette économie mondiale. Sylvain, je suis d'accord avec toi sur le cadre. Un exemple concret, la première chose que tu aurais envie de libérer, ce serait quoi? Quelle mesure tu adopterais? T'es François Bayrou, tu prends une décision là, de suite. Alors, je vais être franc, comme la dernière fois. On prend quelques hauts fonctionnaires et ils viennent avec nous sur une exploitation agricole pendant une semaine pour voir ce que c'est que la vraie vie. Et moi, avec plaisir, j'irai une semaine chez eux dans leur cabinet pour voir leur vraie vie et on voit et on partage ensemble nos expériences pour construire ensemble ce cadre où l'administration fixe le cadre, les règles et l'agriculteur applique les règles de l'administration dans une co-construction, ça veut dire travailler ensemble au service du projet collectif. Sébastien, ta mesure, la tienne? Moi, j'en ai pas une directement. Je reprendrai celle de mes collègues qui sont sur des territoires juste à côté. C'est la problématique des fossés. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très, très, très compliqué d'entretenir des fossés aujourd'hui. On a parlé de l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions et c'est exactement le cas. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles il faut encadrer cette pratique-là. Mais ces très bonnes raisons font qu'on ne peut plus rien faire. Et c'est cette surposition de règles qui fait qu'il y a un blocage total et qu'on arrive à des problématiques d'inondation ou de choses comme ça. Donc du coup, oui, revoir ces 14 réglementations, je crois, qui superposent pour simplifier un acte assez simple, somme toute. D'accord. Donc ça fait un moment qu'on en parle. On espère que ça va venir, la simplification. Là où il y en a 14, il n'y en a plus qu'une. Cécile, une mesure. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est pas si simple que ça, hein, parce que
Mais je dirais que le droit à l'erreur soit vraiment pris en compte, parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui a sa ferme à gérer au quotidien, qui est dans ses champs, dans son élevage, qui fait tout ce qu'il a à faire et la charge mentale qu'il a à faire, dès qu'il a une fragilité, c'est les papiers, la partie gestion qui perd. La première chose qu'il lâche, c'est la gestion. Et dans ces moments-là, les contrôles sont pas toujours bienveillants, mais parce que c'est le rôle des contrôles de contrôler. Mais moi, je donnerais le droit à l'erreur, qui ne donne pas le droit de faire exprès des erreurs, mais qui donne le droit à pas passer pour un voyou parce que on a fait une erreur administrative. Une fois. Florian, je vais parler sur le sujet de l'agrivoltaïsme. que tu connais. Je connais un petit peu. Je voudrais un peu d'humilité de la part du législateur et prendre les sujets les uns après les autres. Aujourd'hui, on veut complètement encadrer l'agrivoltaïsme alors qu'il n'y a pas à taille réelle des installations agrivoltaïques aujourd'hui réellement en France, seulement des démonstrateurs et des sites pilotes. Et on a des propositions de loi sur notamment le partage de la valeur, ce qui tend aujourd'hui à créer beaucoup d'échanges, des freins finalement à l'avancement de ces projets-là, puisqu'on veut créer le partage de la valeur alors même qu'il n'y a pas encore la valeur à partager. Donc il faudrait pouvoir aussi traiter les sujets parfois les uns après les autres et se poser quelle est véritablement la problématique du moment pour les porteurs de projets. C'est de sortir les projets, parce que les temps administratifs sont beaucoup trop longs, les étapes administratives sont beaucoup trop longues, le millefeuille administratif est beaucoup trop complexe, et on a aujourd'hui cette difficulté-là pour faire émerger ces projets. Philippe, ton idée pour l'agriculture française? Moi, ça serait vraiment celle de Sylvain, parce que je partage à 100% que l'administration et la recherche doivent redescendre sur le terrain pour s'imprégner de ce qui est fait, pour justement qu'on regagne de la valeur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on veut des règles uniques nationales. Mais on est des territoires et on est des régions et on est devenu spécialisé dans chaque territoire. Et à un moment donné, la règle des Hauts-de-France ou de Toulouse ou de Bretagne ou d'Alsace, elle ne peut plus être la même. C'est hyper compliqué ça à réfléchir. Mais en fait, aujourd'hui, une directive nitrate, par exemple, est-ce que la date calendaire, elle a un sens ? Alors qu'on est dans des aléas climatiques et on nous parle de floraison de plus en plus précoce, d'hiver de plus en plus doux. Je vais avoir la même date d'épandage à Toulouse que dans le Massif central. Mais non, c'est juste faux et c'est juste con. Donc en fait, il faut aujourd'hui repenser des choses qui ont été, comme disait Roland, il disait tout à l'heure, il ne faut pas toujours regarder dans le rétro. Dans le rétro, ça nous permet d'avoir les bases. Mais tout ce qu'on a derrière nous, c'est pas ce qu'on va avoir devant. Et avec les aléas qu'ils vont avoir, il va falloir que nos réglementations et notre administration anticipent justement cet enjeu. Et c'est pas à l'agriculteur de prendre à chaque coup le risque. Quand on parle de risque aujourd'hui, de coûts de production, etc., c'est très bien de calculer. Mais il faut qu'à un moment donné, il puisse y avoir des réglementations qui accompagnent ces risques-là. Et donc, il faut descendre sur le terrain et il faut les adapter aux régions. Une région, on ne va pas faire de la betterave ici. On sait que la betterave, on la fera dans des régions betteravières. Eh bien, il faut adapter des réglementations aux régions betteravières qui seront forcément pas les mêmes que chez nous. Donc, quand on parle d'un NNI, c'est peut-être pas le NNI sur toute la France, mais c'est peut-être sur des choses bien précises. Quand tu me dis ça, ça me semble la base de la base de la base. Non, c'est pas la base aujourd'hui. Mais pas, ça veut dire qu'il y a du boulot quand même. Hein. Ah bah oui, mais parce que ça veut dire aujourd'hui, on veut tout nationaliser en fait. Ouais, hein. Sébastien. Oui, je reprends exactement ça. C'est-à-dire qu'avec les aléas climatiques et avec le changement climatique, on a un gros besoin de retravail d'un certain nombre de réglementations qui ne sont plus du tout adaptées par rapport à ce qu'on rencontre. On a le colza par exemple, où on a obtenu la possibilité de le fertiliser à l'automne, alors que ça aurait dû exister depuis 5 ou 6 ans. Et donc c'est ce retard à l'allumage en permanence qu'on a, qui use les agriculteurs. Autre chose aussi que je voulais dire, moi l'aspect réglementaire, il y a 3 ans, ça n'embêtait pas les agriculteurs.
Ça embête les agriculteurs quand leur exploitation fonctionne mal économiquement. Et pourquoi ça les embête? Parce que c'est un poste de dépense, c'est un poste de temps. Quand une entreprise gagne de l'argent, elle est capable d'assumer correctement sa charge administrative et réglementaire. C'est quand ça ne va pas que ça devient un problème. Et donc du coup, ce qui gêne les agriculteurs, c'est aussi cette évolution réglementaire qui fait qu'il y a toujours quelque chose en plus, peut-être à juste titre. Mais quand l'économie de l'entreprise va mal et que la réglementation augmente, eh ben, il y a un moment donné, ça bloque. Donc il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est encore une fois, je suis en train de contourner le problème, c'est que, il faut que nos exploitations, elles dégagent de la valeur. Cette valeur, c'est soit par des démarches pour créer de la valeur à unité constante, soit en ajoutant des unités. Mais il faut qu'il y ait de la croissance sur les entreprises en termes de valeur pour qu'on puisse assumer la charge administrative si elle est logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous a obligés, là aussi peut-être à juste titre, à retirer des surfaces de nos exploitées pour protéger l'environnement. On a eu la jachère, on a eu les bandes enherbées. Sur les phytos, on a des bandes à ne plus traiter pour de très bonnes raisons. Sur les apports d'engrais ou d'effluents, on a aussi des bandes à ne pas fertiliser. Moi, je me rappelle que quand, dans mon ancien métier, quand je présentais la PAC et quand je présentais la directive nitrate, j'avais expliqué à des agriculteurs que s'ils faisaient des bandes enherbées de 10 mètres et qu'elles étaient mises dans leur plan d'épandage et qu'elles apparaissaient dans leur PAC, ils se simplifiaient la vie. Il y a une chose qui manque parfois, c'est qu'on ne prend pas le temps de lire différentes réglementations et de l'organiser de façon à ce qu'elle soit simple sur notre exploitation. Et c'est tout à fait possible. Vous allez me dire que le côté l'administration, les administrations, parce qu'il n'y en a pas qu'une, définissent des bandes de différentes largeurs, chacune par rapport à leurs problématiques, et peut-être qu'il y aurait besoin d'harmonisation. Mais toujours est-il que ces surfaces disparaissent de nos exploitations, elles ne sont plus productives. Et donc du coup, je vais mettre un pavé dans la mare en disant qu'il faudrait peut-être que nos exploitations puissent s'agrandir régulièrement à la marge pour compenser ces surfaces qui ne deviennent plus productives. Voilà, quelques pistes. Bon, très bien. Alors, on va finir cette émission en musique. Je vous ai trouvé une pépite, une entreprise ici, donc en Haute-Marne, que j'ai envie de mettre en avant. Et on accueille donc, et on peut l'applaudir, Déborah Brémond. Bonjour Déborah. Bonjour. Asseyez-vous juste beaucoup. à nos côtés. Alors, les Haut-Marnais, là, vous connaissiez la lutherie Brémond ou pas? Me dites pas non. Vous ne connaissiez pas. Alors, lutherie Brémond qui se trouve à quel endroit? À Saint-Dizier, exactement. Voilà, Ouais. un petit atelier. Donc en fait, je fabrique, je répare et je restaure des guitares principalement. Des guitares, donc justement, ça tombe bien, on les voit. Alors, Déborah, je vais te tutoyer. Déborah, l'histoire est partie parce que tu aimes la musique depuis l'âge de 3 ans. C'est ça, j'ai commencé la musique à 3 ans avec le corps d'harmonie. Ensuite, j'ai fait 8 ans de conservatoire, je crois. Après, j'ai fait de la batterie, un petit peu de piano en autodidacte. En fait, je touche un peu à tout. Et donc, du coup, à 15 ans, je me retrouve à devoir trouver un métier ou une passion, à faire quelque chose. Et j'ai effectué mon stage de 3e chez un luthier. Voilà. Alors c'est vrai que créer une lutherie, moi je me dis c'est encore plus compliqué que devenir agriculteur, enfin plus risqué. Il y en a pas beaucoup quand même des luthiers. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est un métier qui se perd énormément. Ça se relance un petit peu. Il y a eu des écoles qui ont ouvert là en France, un peu plus. Mais c'est vrai que c'était un métier compliqué. C'est un métier compliqué, de passion, qui demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et beaucoup de compétences. Il faut à la fois les compétences musicales, bon ça tu les avais, mais il faut les compétences manuelles, la connaissance du bois, la connaissance de l'acoustique. C'est ça, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il faut avoir la passion du travail du bois, il faut être patient dans ce qu'on fait. Par exemple, moi je pars d'une planche, des fois les éclisses sur une caisse acoustique, il faut venir les centrer, il y a beaucoup de technicité. Donc ça j'ai pu l'apprendre avec de nombreux stages chez des luthiers et en école. Parce que je suis partie en Belgique faire 3 ans d'école de formation, ce qui peut attester qu'aujourd'hui je suis artisan. Voilà. Alors j'imagine que pour être luthier, il faut être au cœur de Paris, avoir plein de musiciens autour. Et Saint-Dizier, je ne pensais pas forcément.
Il y avait une réelle demande à Saint-Dizier. Il n'y avait plus personne dans le coin. Et en fait, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'événements. Et donc, il y a des musiciens. Il y en a partout, en fait. Et donc, non, il ne faut pas forcément être sur Paris. C'est des métiers qui sont recherchés. Un instrument fait de A à Z haut de gamme, c'est du sur-mesure, c'est beaucoup de choses. Donc, en fait, les gens sont prêts à faire des kilomètres pour venir chercher leur instrument. Et dans le coin, en local, en tout cas, il y a une forte demande de réparation, pour de la réparation-restauration. On n'imagine pas, mais il y en a. Il y a de la demande. Alors toi, c'est pareil, c'est un peu comme les agriculteurs. Tu es en concurrence avec les Coréens, avec les Chinois, les Japonais. Enfin, c'est le prix qui fait la différence. Tu sais produire moins cher ou tu sais produire différemment? Je sais produire différemment. C'est la qualité qui va différencier des industries. En fait, les industries, on est sur une usine. Donc, en fait, on a un contrôle qualité. Mais en fait, le même instrument, de la même série, peut être totalement différent. Là, moi, je certifie que mon instrument est haut de gamme et qui correspond aux attentes du musicien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire du sur-mesure. C'est-à-dire, je peux sculpter un manche à la main du musicien, je peux adapter tous les paramètres, je peux changer l'accastillage, changer les bois. Le choix des bois, ça peut être du bois exotique comme du bois local. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, oui. Et au final, tu as des prix qui sont totalement hors cadran ou tu arrives quand même à maintenir une proximité qui fait que tu as un public assez large qui peut s'intéresser justement à tes instruments? Du coup, c'est restreint. On est sur un public qui va être semi-professionnel, professionnel ou amateur. Donc en fait, on est sur des tarifs très haut de gamme. Donc en fait, les premiers prix luthiers, on est à partir de 2 000 € par exemple, l'instrument. Voilà. À savoir sur une électrique, par exemple, on a 1 000 € d'investissement. Et puis voilà. Donc en fait, ça va être oui, du haut de gamme. Et très restreint. Surtout que moi, je suis spécialisée dans les instruments jazz, blues, etc. Donc, en fonction de chaque spécialité, on peut aussi trouver toute gamme de prix. Voilà. Alors, j'ai découvert, bravo, quand même, vous ne connaissiez pas, vous avez une super entreprise ici en Haute-Marne. Alors, j'ai découvert au travers d'un concours, tu as eu un prix de la Chambre de commerce et d'industrie de la Meuse et de la Haute-Marne, donc au travers d'une soirée. La nuit des réussites, qui a été quelque chose qui a révélé un petit peu mon projet aussi. J'ai fait pas mal de concours dans le coin pour me faire connaître, beaucoup de publicité, etc. Et ça a vraiment permis de réaliser que mon projet, je suis plus la seule à y croire et que j'ai eu le prix du public. Des gens ont voté pour moi, pour mon projet et ça prend. Et c'est en train de décoller et j'en suis fier. Ça fait déjà 3 ans, c'est ça? Tu vas boucler la 3e année là? La deuxième année. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est, si on fait un parallèle avec l'agriculture, c'est que effectivement, tu as dû développer une clientèle, oui, te faire connaître, faire un produit qui soit adapté à un marché, développer une clientèle, pas essayer de cibler tout le monde, et à la fois, tu n'avais pas non plus tout le monde qui te disait il faut faire du standard, de l'exportation, toi. Non. En fait, il faut absolument sortir des standards, un peu casser les codes. C'est vrai que, en fait, de nos jours, on fait beaucoup de copies, on essaye de s'adapter à plein de choses. Je pense qu'en fait, il faut juste croire en ce qu'on fait et faire différemment et proposer d'autres choses. Et les gens qui ont envie de croire en ça, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ça en ce moment, nous suivront forcément. Donc en fait, il faut porter le projet, il faut s'investir, il faut prendre des risques et voir. Il y a toujours possibilité d'innover. Je sais pas, la guitare électrique, ça me semblait un bout de bois, des cordes, assez simple. Les Paul, depuis l'époque, donc Les Paul, tout avait été inventé. Non, il y a toujours possibilité d'apporter du plus. Oui. Alors c'est très compliqué d'innover, c'est très compliqué de réinventer des choses. Il y a énormément qui ont été faits, notamment des guitares en carbone, en tout matériau, avec des sonorités différentes, beaucoup de tests, etc. En fait, ça va être la patte, ça va être notre patte, notre vision des choses, le choix des bois, ça va être l'ergonomie, ça va être la capacité de s'adapter en fait au client et à la personne qui veut son instrument. Donc en fait, il est tout à fait possible encore d'innover. Il faut juste rechercher et tester plein de choses. Bon, on va te laisser t'installer. Je vais te reprendre le micro comme ça. En même temps, je demande à nos invités un peu de réagir. Cécile, par exemple, ou Sébastien, comment tu réagis par rapport à cette belle histoire? C'est magnifique de voir qu'un rêve devient réalité et que tu incarnes tellement ce que tu fais que évidemment ça donne envie de te suivre.
et tu as une identité. Et ça, c'est vraiment important dans les projets. Moi, je le dis souvent aux jeunes agriculteurs aussi, si vous portez votre projet avec votre cœur, en face... il y a un bout de chemin qui est fait. Il y a un bout de chemin qui est fait quand même. Sébastien, je t'ai vu assez admiratif. Ouais, je suis admiratif. J'aurais une question, c'est tu as quel âge? 23 ans. Et tu fais ce métier depuis combien de temps? Là, ça va faire 8 ans que j'exerce et 2 ans d'activité. Non, c'est la maturité dans ce que tu exprimes, c'est le côté chef d'entreprise. Moi, c'est pour ça que je suis admiratif. Okay. Voilà, bravo. Et tu as vu qu'il y a des parallèles d'ailleurs à trouver par rapport à nos métiers, on va dire, dans l'agriculture. Florian. Bravo Déborah. On a une belle agriculture en France, puis on a aussi une belle culture en France. Parce qu'à un moment donné, dans les années 80, il y a eu une vision, et il y avait un gouvernement aussi qui était plus stable, et on a mis en place l'exception culturelle française, et je pense que vous arrivez à faire aussi ce métier parce que vous avez cette qualité de chef d'entreprise, cette initiative-là, bravo pour ça, mais aussi parce que vous êtes issu de cette vision que certains ont eue comme Alro dans les années 80, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour l'agriculture et l'énergie aujourd'hui. Bon, très bien. Cécile, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup Déborah, et on t'écoute. Merci beaucoup. Et en plus, il fait très froid, effectivement. Merci beaucoup, Déborah. Merci d'avoir joué malgré les 4 degrés qu'il doit faire ici. Et puis surtout, merci à vous. Faut pas prendre les agriculteurs pour